sûr. Chers amis des Vraies Voix sur Sud Radio, nous sommes tous là évidemment et avec vous jusqu'à 20h. Philippe Bilger, Yael Mellul, Jean Dorido, Philippe Rossi. Notre débat coronavirus, toujours plus de malades en France. Un 4e mort âgé de 92 ans. 204 cas désormais, dont un premier cas du côté de Marseille, un autre dans le Gard. 4 cas au total en Nouvelle-Aquitaine. Et cette question, la contagion est-elle inévitable? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est un grand oui à 75%, contagion inévitable, et 82% sur notre compte Facebook. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Avec nous, Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et puis au téléphone, Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France. Salut Jean-Paul. Bonjour. Un habitué de la maison, hein, voilà. Oui. Avant de vous donner la parole à vous deux, direction Marseille. Lionel Maillet, dans les vraies voix. Salut Lionel. Christophe, bonsoir à tous. Un premier cas de coronavirus du côté de la Canebière. Quel profil? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, c'est une dame qui a 50 ans. Elle rentre d'un séjour des vacances au ski dans les Hautes-Alpes, dans la station de Montgenèvre. C'est une petite station de ski qui est tout proche de la frontière italienne. Et cette femme a été donc testée positive au Covid-19, comme on dit maintenant. Et elle a été admise ce matin à l'IHU Méditerranée Infection, c'est le pôle des maladies infectieuses de la Timone. Et il y a un autre cas, on a appris un autre cas ce soir, avec une dame qui est originaire de la Drôme. On n'a pas plus de précision pour l'instant, mais elle aussi a été admise à la Timone. D'accord, dans un état qui paraît grave ou pas? On ne sait pas pour l'instant. Pour la première, pour la Marseillaise de la dame de 50 ans, a priori, son état n'inspire pas d'inquiétude. Il y a toute sa famille, évidemment, qui a été testée, et on aura des résultats dans la soirée. Et pour la Dromoise, qui avait été prise en charge à la base dans le Nord Vaucluse, dans l'hôpital de Valréas, elle a été rapatriée à Marseille, donc à la Timone, qui est le centre de référence pour la région. Et elle, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Lionel, est-ce que les Marseillais sont inquiets? Non, pas plus que ça. Honnêtement, pas plus que ça. Ils sont très fatalistes, les Marseillais, en disant de toute façon, ça devait arriver, mais pas plus inquiet que ça, parce que on sait très bien qu'avec la proximité de l'Italie, de Nice, où il y a déjà 8 cas dans les Alpes-Maritimes, forcément, il y a des allées et venues sans arrêt, il n'y a aucun contrôle à la frontière. Évidemment que ça devait arriver, mais bon, voilà, ils se disent aussi qu'il n'y a pas tant de morts que ça, vu les chiffres qu'on nous annonce, et que on va continuer à vivre. Et notamment, on parle aussi de ce match de l'OM vendredi soir. Moi, j'ai vu des supporters qui me disent, vous savez, on croise tout le monde. Alors oui, parce qu'il y a un match. C'est le match OM Amiens, hein, c'est ça, vendredi soir. Hein. Amiens, c'est tout proche, c'est la Somme, c'est à une 60aine de kilomètres de Beauvais, dans l'Oise, qui est évidemment le département touché par le coronavirus. Et les supporters me disent, mais oui, mais alors, si on arrête les matchs, on arrête aussi d'aller au supermarché, on arrête de vivre concrètement. Et après, on se plaint que l'économie, elle marche plus. C'est encore un des rares moyens de distraction aujourd'hui. Mais c'est vrai que les Marseillais me disaient aussi, vous voyez, ici on n'échappe pas à la psychose. Pour m'être baladé dans les supermarchés cet après-midi, les rayons de pâtes, ils sont dévalisés. Même à Marseille, mais oui, même. Alors que les gens disent, oui, on n'a pas peur, mais écoutez, oui, il y en a beaucoup qui se ruent sur les produits de première nécessité, parce qu'ils se disent, oui, mais on nous dit pas tout, et puis qui sait si demain les produits vont pas venir à manquer. Donc voilà. La bonne mère, le coronavirus. On l'attend, le coronavirus. Aussi une dernière info. On a appris cet après-midi qu'à l'hôpital de la Conception, c'est à 500 mètres de la Timone, il y a eu 2000 masques qui ont été chirurgicaux, qui ont été volés pendant le week-end. Oh là là, c'est quand même dingue ça. C'est vrai on le disait tout à l'heure, il y a un commerce de masques en loose day sur certains sites internet, etc. C'est absolument invraisemblable. Puis alors à des prix vraiment, mais à des prix absolument hallucinants, Jean Dorido. Hein. Oui, c'est l'occasion de rappeler que en psychologie, on le sait bien, le déclaratif est un très très mauvais prédicteur du comportement. C'est-à-dire que les personnes vont vous dire « Ah non, mais moi j'ai pas peur ». La personne est sincère quand elle dit ça. Et pourtant, son comportement est un comportement de peur. Il y a très très peu de relation en fin de compte entre le déclaratif et le comportement. Le seul domaine où c'est proche, c'est les intentions de vote. C'est pour ça que les sondeurs peuvent faire des sondages. Mais sur tout le reste, en fait, ça a très très peu de rapport. Thierry Amourou, un 4e décès dans le Morbihan, un homme âgé de 92 ans. La contagion s'étend et c'est inévitable? Oui, bien sûr. Mais bon, après, il faut relativiser. C'est-à-dire que la grippe en France, c'est 10 000 morts par an. Oui.
Là, on est à 4 morts pour l'instant. Oui. Donc cette maladie est un peu plus contagieuse que la grippe. Oui. Mais pour 80% des gens, il n'y aura pas de souci. Enfin, ça ne va pas empêcher, et on le voit, que ce coronavirus s'étend quand même si ce sont quelques cas. Par exemple, dans le sud-est. Ça continue de s'étendre et ça va continuer. Bien sûr, ça va s'étendre comme toute maladie contagieuse. Si on veut limiter, il faut pratiquer les gestes barrières, se laver fréquemment les mains, en particulier lorsque on revient des transports en commun. Faire attention sur les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, etc. Voilà, quoi. Ici, je peux vous dire qu'on fait gaffe. Là, depuis le début de la semaine, c'est quelque chose. Hein. On est hygiéniste de chez hygiéniste. On s'embrasse même plus. Enfin, voilà, quoi. On en est là. C'est d'une tristesse. Ouais, c'est d'une tristesse. Oh là là. On se réembrasse. Moi, je souhaite pas, honnêtement, je souhaite pas au docteur Hamon qui est au téléphone de venir travailler avec nous en ce moment parce qu'on peut plus se toucher. C'est pas agréable, quoi. Hein, c'est bien pour ça que je vous fréquente plus. Vous préférez TF1 Ah, je sens une petite pique là de Bilger. Vous préférez TF1 à Sud Radio, bravo. Une fois, en tout cas. Au moins une fois. Bon, c'est pas grave. Allez. Non, mais TF1, ils sont venus me voir. Hein. Je suis pas allé sur TF1, moi, ils sont venus me voir. Mais je comprends, ils ont fait le bon choix. C'est une invitation, donc. Voilà, on va dire ça comme ça. On ira chez vous la prochaine fois faire les vraies voix sur Sud Radio. Monter studio. Dans la salle d'attente où il y a de la place là. Voilà, dites-moi, docteur Hamon, pour vous aussi, cette contagion est inévitable? Oh bah là, oui, je pense que on voit qu'il y a de plus en plus de cas, que ça s'étend comme ça progressivement. Le Morbihan, on pense que c'est dû à la transhumance parisienne des vacances aux côtés de Carnac, Crac, Auray. Et puis dans l'Oise, on ne maîtrise pas tout là parce qu'il y a quand même eu des gens qui se sont baladés pendant plus de 8 jours sans avoir le diagnostic. Donc ça s'étend aussi progressivement. On voit qu'il y a d'autres cas du côté de Marseille, donc les gens bougent et j'espère qu'il ne va pas y avoir une flambée de cas du côté de Lyon après l'autorisation de la Juve de ses supporters de 3000. Bah oui. Et puis, quand les Italiens sont venus là. Oui. Et puis d'avoir joué Lyon-Saint-Étienne pas à huis clos. Alors que j'ai entendu sur une autre radio, j'étais déjà malade, j'ai entendu qu'il y avait des gens, des supporters de Haute-Savoie qui étaient venus. La Haute-Savoie qui fait partie des clusters. Donc si vous voulez, tout ça... Ah oui, ça c'est le nouveau mot à la mode, les clusters. On disait foyer, non, on dit les clusters. Ah bon? Ouais, non, je sais pas, ça m'a échappé. Foyer, grappe, enfin tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais docteur Hamon, une auditrice nous disait ce matin, et je trouvais ça évidemment très intéressant, elle disait, en tout cas c'était son ressenti, on est mal informé, c'est pas clair, on ne comprend pas par exemple ce qu'est un coronavirus par rapport à un virus. Alors tiens, puisque vous êtes là, vous pourriez pas nous expliquer ce qu'est un coronavirus par rapport à un virus, tout simplement? Ah, vous êtes mal tombé. Hein. Ah bon? Vous êtes mal tombé pour avoir le renseignement. Mais écoutez, si les gens sont pas informés quand même, c'est quand même surprenant. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la peste. Il faut dire que 98% de la population guérit du coronavirus sans problème. Que dans 85% des cas, c'est une maladie qui est totalement bénigne. Dans 15% des cas, il y a des personnes qui sont hospitalisées. Ce sont des cas sévères. Et puis, il y a 2% des cas qui décèdent. Mais ce 2%, ils sont relatifs parce que, à mon avis, c'est nettement moins important que 2% parce qu'il y a des tas de personnes qui sont totalement asymptomatiques, qui n'ont aucune courbature, aucune fièvre et qui sont porteuses du virus. Et à mon avis, c'est celles-là qui transmettent allègrement la maladie. Mais en même temps, il faut rappeler que c'est pas la peste, quoi. C'est là, si vous voulez, on en a beaucoup parlé au début, et c'est normal parce que on savait pas ce que c'était que ce virus, on savait pas quel était son taux de mortalité, donc clairement, on s'est dit ça y est, c'est un nouveau SRAS, on va avoir des centaines de morts sur les bras. Donc il fallait absolument en parler. Alors dès qu'il y avait un cas, on l'isolait. Mais là vous avez l'impression qu'on en fait trop et qu'il faut arrêter de comptabiliser tous les jours parce qu'on ne fait pas ça pour la grippe traditionnelle par exemple. C'est sûr que pour la grippe, la grippe elle est loin devant question mort. Alors
10 000 morts, je pense pas, hein, pour la grippe, parce que bon, il y a on doit être entre 6 et 8 000, je pense, un truc comme ça. Entre 5 et 10 selon les années. Ouais, voilà. J'ai un petit camarade syndical qui me dit, bon, c'est une avance sur contrat, tu vois. Bon, si les gens meurent, il y en a pas mal qui meurent de la grippe, mais enfin, ils seraient morts 2-3 mois plus tard, quoi. Mais la grippe, là, déjà, il y a eu à un moment donné, là, on comptait déjà 50 morts de la grippe, quand le coronavirus en France en avait tué un seul. Donc, il faut relativiser. C'est une maladie sérieuse, c'est une maladie qu'il faut pas négliger parce que il y a des personnes fragiles, les gens qui sont notamment sous chimiothérapie ou qui suivent des traitements immunodépresseurs, ou encore les obèses et diabétiques, les insuffisants respiratoires, etc., et les personnes très âgées. Donc, en fait, il faut rappeler les mesures barrières, que tout le monde connaît, se laver les mains. Oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, avec Thierry Amouroux. S'il n'y a pas de solution hydroalcoolique, le savon de Marseille, ça marche très bien. Oui. Bon, alors les masques, ça me faisait marrer parce que nous, on n'a pas encore touché nos masques. Et alors, je me demandais dans quelles conditions on allait aller chercher nos masques en pharmacie, parce que s'il y a déjà des braquages pour 2000 masques, je pense qu'on va aller à la nuit tombée, à la pharmacie, dans l'arrière-boutique. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un problème, ça, quand même, que les médecins... Alors, il y a les médecins dans les hôpitaux, les infirmiers, on va en parler, puis il y a les médecins généralistes en ville, la médecine libérale, etc., qui n'est pas du tout protégée. On va en parler dans un instant, évidemment, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Coronavirus, toujours plus de malades en France, un 4e mort, âgé de 92 ans, 204 cas désormais, dont un premier cas du côté de Marseille, un autre dans le Gard. 4 cas au total en Nouvelle-Aquitaine et cette question, la contagion est-elle inévitable? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours oui à 76%. Et puis ce commentaire de Jocelyne sur Twitter qui nous dit attention, j'avais un rendez-vous ce matin à l'hôpital, personne n'avait de masque, mon médecin m'a même serré la main, donc moi je dis ne paniquons pas. Bon. Après c'est toujours un peu la même parole, ou les mêmes paroles, mais c'est pas mal. Il y a du travail, Ça marche bien, hein, ça marche bien. Bon, allez, on y va avec notre débat, le coronavirus et cette question, la contagion est-elle inévitable? 0826 300 300, on vous attend. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est toujours un oui à 76%. Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, est toujours avec nous. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France également. Thierry Amouroux, le stade 3 éventuel, parce qu'on commence à en parler. D'ailleurs, certains membres du gouvernement, certains élus aussi, le disent un peu en off, comme on dit, dans le creux de l'oreille. Début de semaine prochaine, on pourrait passer au stade 3. Le stade 3, d'abord, ça veut dire quoi, pour être clair? Ça veut dire qu'on fait... Par exemple, pour les personnels de santé, ça change quoi? Passer au stade 2 actuel, au stade 3? C'est qu'on va faire appel à l'ambulatoire. Mais il y a des gens l'ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de ville. Parce que jusqu'à présent, si je vais voir mon médecin généraliste, par exemple, à côté de chez moi, il ne me prend pas en charge si... Jusqu'à présent, les conseils officiels, c'est d'appeler le 15, de ne pas aller dans la salle d'attente d'un médecin généraliste, de ne pas aller dans la salle d'attente des urgences pour ne pas contaminer encore plus de monde. Oui. En cas de suspicion de Covid-19, attention. Oui, bien sûr. Si on pense qu'on a le Covid-19. C'est le sujet, oui. Et... la phase 3, c'est qu'à l'hôpital, on ne garde que les cas les plus sérieux et tous les autres sont renvoyés en ville. Ah oui, donc vers les médecins de ville, comme chez le docteur Hamon qui est avec nous, par exemple, au téléphone. Dites-moi, est-ce que justement, on en parlait il y a quelques instants, est-ce que les professionnels de santé, les libéraux, l'hôpital, ont enfin des masques, ont enfin du matériel? Est-ce que ça arrive enfin? Est-ce que les déblocages décidés par l'État, vous le voyez ou pas? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a les hôpitaux et il y a la médecine de ville. Et dans les deux cas, on voit le degré d'amateurisme et d'incompétence du gouvernement. Ah bon? C'est-à-dire que pour ce qui est de la médecine de ville, jusqu'à présent, ils n'avaient pas reçu de masque. Là,
ils ont décidé avant-hier de commencer à envoyer les stocks stratégiques. Donc, ils envoient ça sur des pharmaciens qui servent de répartiteurs. Mais on voit qu'il commence déjà à y avoir des gags parce que on a une pharmacienne qui signale que pharmacienne en répartition, elle a reçu 14 cartons sur les 30 prévus. Ah bon? Et que sur ces 14 cartons, ils sont tous contiennent des masques périmés fin mars. Ah oui, ça veut dire que fin mars, même si on distribue ces masques aujourd'hui, fin mars, ils sont plus bons déjà, dans 3 semaines. Alors, c'est quand même aberrant. On espère que ceux qui manquent seront avec des dates de plus péremption. longtemps. Oui, oui, carrément. Non, mais parce que ça veut dire que fin mars, ces masques, ça fonctionne plus, quoi. Ça sert à rien. C'est pas qu'ils servent à rien, mais ils sont moins efficaces. C'est pas pour ça qu'il vaut mieux un masque périmé que pas de masque du tout. Hein. Ouais. Docteur Hamon, vous recevez des masques, vous en avez reçu, vous allez en recevoir? On n'a que dalle. On a réclamé ça lundi dernier. On a réclamé ça il y a 14 jours exactement. Ouais. Donc bon, on va pas accuser Olivier Véran, mais là quand même, Madame Buzyn serait bien aise de ne pas parler de coronavirus pendant sa campagne parisienne, parce que c'est quand même elle qui était ministre avant, et il y a que dalle. Donc on n'a rien reçu. Théoriquement, on nous a annoncé que les départements qui étaient l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie devaient recevoir des masques hier. En priorité, oui. Et que nous, on devait en recevoir mercredi. Oui. Sauf que on va recevoir des masques chirurgicaux qui ne sont pas les fameux masques FFP2 qui protègent réellement, et on nous explique. Alors c'est quoi ces masques dont vous parlez là? Oui. Les FFP2, vous savez, c'est des masques blancs qui ont une forme de canard, il y a des tissus un peu plus épais, comme etc. un bec de canard un peu, oui. Et donc on n'a pas les masques FFP2, et alors on nous a expliqué que si on mettait un masque à quelqu'un qui toussait et que nous-mêmes on mettait un masque en sa présence, on était protégé. Bon, moi je veux bien. Du bricolage, quoi. Oui, c'est du bricolage. Donc je pense que le gouvernement, il a été parfait dans la communication depuis le début. Ils ont commencé à faire la première erreur lors du match Juventus-Turin et la deuxième lors du match Lyon-Saint-Étienne. Mais pour les masques, ils n'ont pas été transparents du tout. Ils nous ont vraiment raconté des histoires, parce que quand même, cette affaire commence depuis le 24 janvier. S'il y avait eu 15 millions de masques de la réserve stratégique, on aurait dû déjà les avoir. Alors vous avez vu que le président, vous avez vu que le président de la République a tweeté pour dire réquisition des usines de masques françaises, de manière à ce que les masques aillent bien à la France et pas ailleurs, quoi. Ouais, enfin bon, il peut tweeter tout ce qu'il veut. Résultat, on les a pas. Et puis de toute façon, si on passe à la phase 3, où clairement là, on va avoir besoin de la médecine de ville, des infirmiers de ville, des kinés, etc. Il va falloir que les professions de santé soient équipées, et que si les médecins se rendent au domicile des patients, ben il faudra des masques, mais il faudra aussi des lunettes et des blouses jetables. Ah oui. Écoutez, oui, parce que les surfaces inertes, ça existe. Et puis, ça c'est emmerdant. Et ben oui. Donc, si on veut vraiment être équipé, voilà. Donc, il nous dit que le gouvernement nous dit qu'ils sont prêts. En fait, ils n'étaient pas prêts du tout. Ils ont fait une très bonne communication. Et puis, mais là, en ce qui concerne la délivrance du matériel de protection, ils n'ont rien fait. Alors, on réclame du matériel de protection, pas parce qu'on a peur du virus. On est habitué à côtoyer la maladie et même à choper des maladies avec nos patients. On n'en a pas peur. C'est pas la peine. Oui, parce qu'en même temps, on peut pas dire c'est un peu comme une grippe. Et puis en même temps, tout le monde a peur, quoi. Donc, il y a quand même un truc qui va pas dans cette histoire. Non, mais ce qui va pas, je vais les expliquer aux journalistes de radio qui n'ont pas bien compris. Oui. Je vais leur dire que si les médecins réclament des masques, c'est pas pour eux. C'est pour protéger les patients, parce qu'un médecin qui est contaminé, c'est un médecin qui va pas bosser pendant minimum 14 jours. Et déjà, je vous apprends rien en disant que la France est un pays en désertification médicale, et que si vous avez 1, 2, 3, 4 médecins qui bossent pas, je peux vous dire, ça va commencer à se voir. Ce qui s'est passé dans l'Oise, où il y a eu un cabinet de 4 médecins qui a été mis en quarantaine parce qu'il y avait
un médecin qui était contaminé, 4 médecins sur 7 qui manquent dans le bourg, je vais vous dire, ça se voit. Ça se fait ressentir, oui. Et puis, je vous rappelle qu'on est quand même en plein hiver, qu'il y a une épidémie de grippe qui n'est pas finie. Donc, les masques, c'est pas pour nous... Alors ça c'est le côté médecin, mais tiens, Thierry Amouroux, vous aussi, vous êtes inquiet par rapport à ça. Enfin, demain, on pourrait avoir un problème parce que des infirmiers malades qui ne pourraient pas travailler, que ce soit dans nos campagnes, en ville, à l'hôpital. Oui, c'est un vrai souci parce que à l'hôpital, on a les masques chirurgicaux en quantité. Par contre, il y a très peu de masques FFP2. Pourquoi ? Parce que dans notre fonctionnement quotidien, ils ne sont utilisés qu'en service de maladies infectieuses pour des germes très résistants ou bien en pneumologie pour la tuberculose. Mais la majorité des soignants n'utilisent pas de masques FFP2. Donc on n'a pas des stocks importants à l'hôpital. Et rien n'arrive. Et donc ça, c'est un vrai souci parce que... c'est quand même dingue parce que le gouvernement dit ça y est, c'est parti, on envoie, etc. Et on voit que rien n'arrive. C'est quand même dingue. Et ce qui n'est pas paradoxal d'avoir aidé la Chine alors que la France n'était pas prête. Alors ça, c'est la question. On a envoyé effectivement des masques en Chine pendant des semaines et aujourd'hui où on en a besoin, il n'y en a plus. Ça, faut quand même le faire. Mais quelle mauvaise organisation. Mais je pense que c'est ça. Enfin, en tous les cas, moi, pour ce qui me concerne, c'est ce qui m'inquiète le plus en réalité. C'est l'absence totale d'organisation face à un virus qui a pas l'air, manifestement beaucoup moins dangereux. Et tant mieux. C'est une bonne nouvelle que, je veux dire, que quantitativement, on va dire que la grippe. Mais il n'appartient pas. On n'a pas un recul sur une année non plus. Effectivement, on n'a pas suffisamment de recul. Enfin, c'est vrai qu'on se dit qu'on aurait demain un virus extrêmement virulent et extrêmement mortel, genre SRAS. Là, ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit que la France, elle n'est pas prête du tout en réalité. Et c'est ça qui fait très très peur, en fait. Tout à fait. On voit qu'il y a eu de très mauvais choix faits par le gouvernement et une forme d'irresponsabilité. Déjà que la ministre de la Santé se parte au moment même où la crise sanitaire commence à émerger, c'est déjà en soi un signal qui n'est pas terrible. Jean Dorido. Oui, non, si on peut juste élargir la problématique à une situation beaucoup plus globale, on voit toute la limite de la mondialisation, notamment avec la Chine qui produit énormément d'objets manufacturés, que ce soit les médicaments, que ce soit justement aussi des masques et autres. Et là, on voit que c'est toute la limite du fameux village mondial dont certains vraiment se réjouissent de l'existence. Là, on arrive un petit peu au bout de la théorie parce qu'on voit bien qu'on n'est plus autonome. Je vous rappelle quand même qu'on a un ministre de la Santé qui attend effectivement ce qui se passe aujourd'hui pour dire il faut réindustrialiser au niveau médical. Ça fait quand même un bout de temps qu'on dit qu'il faut réindustrialiser la France en général. Des médicaments, on ne soit pas dit bien plus tôt, ça serait bien qu'on les produise. Alors qu'on les invente, on dépose les brevets, on les invente. La décharge, c'est uniquement à la suite des tragédies et des catastrophes que la France se mobilise. C'est vrai aussi. Et comprend que le passé n'a pas été performant. C'est vrai aussi. Je ne voudrais pas qu'on ait des indignations un peu faciles, rétrospectives. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais comme disait mon grand-père qui avait vécu la guerre de 14, voilà, il me disait à cette époque-là, il y avait des choses formidables. Par exemple, on avait les fusils, mais on n'avait pas les balles qui allaient avec. Voilà. Ah oui. On était déjà en 14. En France, et puis des exemples comme ça, il y en a plein. Et là, pardon, mais c'est un exemple encore une fois. Voilà, on est les champions du monde. On est le coq sur le tas de fumier, quoi, comme d'habitude. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Oui, c'est vrai. Sauf qu'avant, on fabriquait nos médicaments en France. Oui, bien sûr. Il y a des très mauvais choix qui ont été faits pour aller au moins coûtant, et on voit la difficulté. C'est-à-dire que sur tous les médicaments, on a entre 3 et 4 mois de stock. Or, les produits de base sont faits en Chine, puis après sont envoyés en Inde, où ils sont transformés en médicaments. Il n'y a plus rien qui part de la Chine vers l'Inde. Et du coup, l'Inde ne produit plus depuis 3 semaines. Voilà. Et donc là, ça pose un problème quand même, à un moment ou un autre. Et l'Inde n'a pas encore le coronavirus. Quand ils vont l'avoir et que ils vont vouloir se servir d'abord de médicaments et ça passe par l'Inde, de la Chine, ça va en Inde. Chine, Inde, France. Oui. Voilà. Ouais. Donc voilà l'empreinte carbone du médicament quand il arrive chez vous. Et dans le même temps, juste une petite réflexion, dans le même temps, partout en France, il y a des manifestations qui commencent à émerger
contre le 49.3 aussi. Donc, quid de ces manifestations? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont être tolérées encore, pas tolérées? Vous qui êtes syndicaliste, tiens, notre ami infirmier là. Qui monte, comme le disait Hollande. Allez, Voilà, Thierry Amouroux, est-ce que vous êtes en colère après ce qui s'est passé? Parce que quand même, on apprend donc samedi à la mi-journée que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits à cause du coronavirus. Puis 3 heures après, on fait passer le 49.3 en vitesse. Ça vous a mis en colère, vous, en tant que syndicaliste, sur la réforme des retraites là? Oui, bien sûr, parce qu'il faut voir que ça frappe aussi durement l'hôpital. C'est-à-dire que l'espérance de vie d'une infirmière, elle est 7 ans inférieure à celle d'une femme. C'est 78 ans au lieu de 85 ans. Les aides-soignantes, 30% des aides-soignantes arrivent en retraite avec un taux d'invalidité, 20% des infirmières arrivent en retraite avec un taux d'invalidité. Or, la réforme des retraites, c'est supprimer le droit à la catégorie active, c'est-à-dire la possibilité de partir 5 ans plus tôt, avec un niveau de pension proportionnel à la durée de carrière. Hein. Mais au moins, il n'y a pas de décote. Et donc, les soignants sont usés, cassés prématurément. Et là, on bascule à 62 ans légal, mais en fait 65 ans sans décote. Donc là, on est vraiment frappé de plein fouet. Alors que nous, on donne beaucoup. Et vous parlez de l'interdiction... Rapidement, 10 secondes, malheureusement, oui. De 5000 personnes confinées. Mais là, on a vu qu'un préfet de Bretagne a interdit toute manifestation en utilisant cet argument. Et c'est peut-être pour ça qu'on communique beaucoup sur le coronavirus, justement, pour moins parler de la réforme des retraites et empêcher en même temps... de reporter les municipales. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Hein. Après, on dira, on est un peu complotiste. Mais c'est vrai que quand on entend ça interroge quand même pas mal. On n'a pas créé le corona, tout de même. Allez, chers amis, merci beaucoup d'avoir participé en tout cas au débat. Merci Jean-Paul Amand également au téléphone. La fin de ce débat. Coronavirus, la contagion est-elle inévitable? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, et la réponse est un grand oui. Toujours oui qui monte d'ailleurs. On passe de 76 à 80%.